Pascal Bonitzer a tracé une singulière voie dans le cinéma français, avec Encore en 1996, Rien sur Robert en 1999, Petite coupure en 2003 et Je pense à vous en 2006. Ces derniers films sont nettement moins accomplis à cet égard. Son nom est attaché à son activité de critique au Cahier du cinéma pendant 20 ans, aux livres et aux scénarios qu'il a écrits pour différents cinéastes comme André Téchiné, Raoul Ruiz et Jacques Rivette. Pascal Bonitzer est l'un des rares metteurs en scène actuels à ne pas tomber dans le mensonge de l'autonomie du moi, contrairement à la mode de l'autofiction ou du social. Il met en scène avec humour et dérision le petit théâtre contemporain de l'hypocrisie existentielle. Ce moment où l'individu tombe le masque, montre la solitude de son moi dans le plus grand dénuement possible. Loin d'être un cinéaste de la proximité, Bonitzer montre qu'il n'existe pas de transparence de soi à soi entre ce que les individus ressentent et ce qu'ils en disent ou traduisent. Il saisit cette part d'ombre à l'œuvre qui rôde, cette faille précisément logée dans notre banalité, dans notre quotidienneté, même si l'on fait tout pour l'éviter ou qu'on ne la voit tout simplement pas. Si Pascal Bonitzer n'est pas empreint de l'esprit de sérieux, il a en revanche le tranchant du réel. Sa mise en scène légère et ironique est là pour éviter ce même esprit de sérieux qui mène à un profond mépris de soi et des autres, enfonce les êtres dans l'indécrottable spirale mimétique des règlements de compte. Cela évite d'engluer le spectateur dans un état sentimentaliste qui ne lui permettrait pas de comprendre l'intrigue qui vient de lui être contée. Comment voulez-vous qu'un jaloux comprenne sa jalousie ? Le cinéaste s'est intéressé à la théorie du désir mimétique de l'anthropologue René Girard, élaborée tout d'abord dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, puis dans plusieurs autres livres, dont Des choses cachées depuis la fondation du monde. Selon lui, le désir émanerait par imitation du désir d'autrui, le modèle ou le médiateur, selon un schéma triangulaire, sujet, modèle, objet. Un sonnet de Shakespeare l'explicite fort bien. Tu l'aimes, toi, car tu sais que je l'aime. René Girard est aussi le théoricien du bouc émissaire, qui finit souvent par un meurtre, un acte sacrificiel, la foule contre une seule personne. Cette rivalité mimétique ne va pas sans admiration et sans haine déguisée réciproque à la fois vis-à-vis du modèle, faisant surgir le thème du double. Quand l'un dit noir, l'autre dit blanc. Ce jeu du yo-yo fait que les personnages sont comme divisés, fracturés, n'agissant jamais pour eux-mêmes, mais toujours selon le désir d'être selon l'autre. Ils voient leur moi menacé et sombre peu à peu dans la déréliction. Le film est une illustration exemplaire de ce qui arrive dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines. La première scène voit l'arrivée d'une femme, Juliette Sauvage. Elle vient voir son compagnon, Didier Temple, un écrivain tourmenté qui travaille dans une revue qui s'appelle L'Autre. Choix nullement dû au hasard. Ce couple est fait pour s'entendre, pour ne jamais s'entendre. L'attitude de Juliette est caractéristique de la femme histrionique, théâtrale, qui méprise les hommes soumis et adule ceux qui font autorité. Son ton froid et méprisant révèle l'empire qu'elle tente d'imposer à son entourage. Elle veut m'offrir son amitié. Ah, c'est gentil. C'est gentil, mais moi j'en ai rien à foutre de son amitié. Ça me fait chier, j'ai rien à lui dire. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit je t'offre mon amitié, c'est forcément une folle, non? C'est peut-être sexuel. Quoi? Non, je veux dire, c'est peut-être sexuel. Mais dégagez rien de sexuel. Je la regardais pendant qu'elle m'offrait son amitié, je voyais ses dents. Ses dents. Oui, elle a des dents très laides qui chevauchent. Elle prend Didier comme un benet dont elle peut se servir à foison comme bon lui chante. Et elle lui annonce qu'elle a perdu son travail de sous-bibliothécaire. Bon, et puis aussi, je suis virée. Ah bon, c'est ça. Mais c'est ça quoi? Non, je veux dire, c'est pour ça que t'es énervé. Pourquoi il te vire? Parce que j'ai pas l'esprit d'équipe. Je suis pas assez amicale avec les gens. Ah bon, c'est ça. Mais c'est tout ce que ça te fait, là? Dans un mois, j'ai plus rien. On trouvera quelque chose. Le troisième personnage à entrer dans cette valse est Jérôme Sauveur.
rival que Didier admire et ne souffre pas en même temps. Un autre écrivain à la mode qu'il croise souvent dans son quartier. Quand il remarque sa belle veste, il se reproche aussitôt d'être une loque, ne s'évaluant qu'à l'aune de son rival. T'as vu sa veste? Pas mal, ouais. Oh, bah regarde, moi j'ai l'air d'une loque. Mais non, t'es très bien. Si, j'ai l'air d'une loque. Mais t'es super intelligent. Un mec qui s'habille comme ça, c'est forcément un con. Si je pouvais m'arracher la gueule... Et si tu pouvais arrêter d'y penser à ta gueule. Didier est l'illustration de la phrase de Flaubert qui disait « Le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même ». Je crois que c'était une merde. Pure propagande fasciste, c'est ce film-là? Justement, je veux vérifier. Tu veux vérifier? Tu veux vérifier quoi? Que t'as eu raison? De toute façon, t'as eu tort. On n'écrit pas sans avoir vu. Didier a fait une bourde. Celle d'avoir écrit sur un film bosniaque qu'il n'a pas vu. Anecdote empruntée à la fort célèbre mésaventure d'Alain Finkielkraut concernant le film d'Emir Kusturica, Underground. Mécanisme typique où l'on veut que le réel corresponde à notre fantasme plutôt que d'asseoir notre pensée sur le contenu concret de l'objet. Didier décide d'aller acheter des cigarettes. Et dans le bar tabac, des consommateurs semblent se liguer contre lui, se croyant sans cesse au centre des attentions. Face à Didier qui se plaint de son sort d'une façon complaisante, montrant qu'il est un homme lâche et faible, Juliette décide de s'en aller. Ah, j'ai senti qu'ils étaient prêts à m'insulter, qu'ils attendaient le moindre prétexte pour me lancer les pires injures. Je sais pas. D'ailleurs, dès qu'on m'insulte, moi, ça me fait perdre tout à fait. J'ai plus aucune contenance. Ça me désarçonne. J'ai l'air d'un con parfait. Je vais descendre là. Arrête-toi là. Non. Arrête-toi là. Mais pourquoi? Là, voilà. Didier la suit dans le jardin du Luxembourg. Il n'a pas seulement qu'un rival littéraire, mais également amoureux et sexuel. Juliette ne cesse de faire subir à Didier qu'elle est possédée par un autre. Et Didier aime cette situation pour la désirer à son tour, comme dans le roman de Dostoïevski, L'éternel mari. Juliette porte son attention sur un homme assis sur un banc, Alain de Xantras, un réalisateur de télévision. 4e personnage en jeu. Elle le trouve beau et va lui demander de faire l'amour avec elle. Didier la croit sur parole et aussitôt, Juliette lui jette à la figure. Tu me dégoûtes, Didier. Monsieur ? Elle ne pensait pas coucher avec Alain, mais comme Didier, lui, l'homme de lettres, l'a prise au sérieux, elle décide de l'aborder. Vous allez jamais à l'opéra? À l'Opéra Bastille, non, jamais. Ah, bah, c'est dommage. Alain pense qu'il a déjà vu Juliette à un repas, mais elle ne s'en souvient pas. Ils ont un dialogue houleux qui illustre bien le mode des rapports de Juliette. On a eu une conversation hyper cool sur la télévision. Je suis réalisateur de télévision. Tu m'as dit que j'étais hyper cool pour un réalisateur télé. Mais ça m'étonnerait, j'ai horreur des mecs hyper cool. Des conversations cool, de ce qui est cool en général et des réalisateurs de télévision en particulier. Moi, ça me fait un petit peu sourire, là. Eh ben souris, connard. Ça va pas, non? Mais attends, je t'ai rien demandé, moi, hein? C'est toi qui es venu me chercher, tu m'insultes pas. C'est toi, la connasse. Connasse! On le constate, il suffit de remettre Juliette à sa place pour la désarçonner. Revenant vers Didier, elle lui reproche de n'avoir pas cassé la gueule à ce réalisateur qui l'a insulté. Il s'en va et revient vers elle. Juliette le quitte, agacée. Si l'incessant ping-pong que joue sa petite amie a de quoi le rendre fou, Didier ne cesse pourtant d'en redemander. Mais pas du tout. Ah si, t'es content, t'es beaucoup trop content. Tu es complètement folle, tu me fais chier, toi. Et c'est ça, tire-toi! Laisse-moi. Allez, viens, je te laisse. Laisse-moi, je te dis, laisse-moi, laisse-moi. Voilà le quatuor de personnages, chacun d'entre eux ayant besoin, dans leur rivalité, d'un autre qui leur échappe pour leur courir après. Didier rend visite à un ami libraire, Martin, qui a un service à lui demander. Se rendre à un dîner chez son oncle Ariel Chakwit-West, afin d'obtenir la bourse de la Fondation Thiers pour finir sa thèse. Il fait croire que son oncle admire Didier, et ce dernier n'aura qu'à lui en toucher 2 mots. En retour, Didier lui demande de trouver un travail à Juliette. Martin a fait allusion au passage à un texte de Jérôme Sauveur. Jérôme, tiens, voilà. Ce type écrit trop bien, ça me dégoûte.
Et Didier le croise encore une fois en sortant de la librairie. Il se rend chez son frère pour récupérer une veste avant de se rendre au dîner. Salut. Salut Arthur. J'aurais besoin de récupérer ma veste marron. Papa et maman sont là. Merde. Qui est-ce, Arthur? C'est Didier, maman. Se révèle l'attitude méprisante de Didier envers ses parents, à qui il ne rend jamais visite. Je sais pas, je me demandais si j'allais te revoir un jour. Hein. C'est vrai, tu rends visite à ton frère, mais nous, alors c'est comme si on n'existait plus. Et voilà que son frère lui parle lui aussi d'un livre de Jérôme Sauveur. Qu'est-ce que tu lis? C'est au-delà du miroir, c'est Jérôme Sauveur. Jérôme Sauveur. Tu l'as lu? Non? Bah tu devrais. Pourquoi je devrais? C'est hyper bien. Le regard d'or du début n'est plus nôtre. Nous devons maintenant assumer la sombre patience de la fin. Oh putain, il écrit bien, ça me déprime. Bon, je reprends ma veste. L'arrivée de Didier à la soirée commence mal. Il est le 13e invité. Bonsoir. Bonsoir. Didier Temple. Ariane Morgenstern. Vous venez pour... Pour le dîner, il y a bien un dîner ce soir? Oui, en principe, vous êtes invité? Oui. On sera 13. Pour entrer? Il se rend compte très vite qu'il est là à la suite d'un malentendu et va attendre au salon en feuilletant un livre de Jérôme Sauveur. Et voilà qu'il se retrouve face à face avec lui en chair et en os. Je suis contente que tu sois là. Bonsoir. Je crois qu'on s'est déjà vu, non? Didier Temple. Jérôme Sauveur. Ça ne va pas? Est-ce que vous pouvez m'indiquer la salle de bain, s'il vous plaît? Oui, c'est... S'il vacille, c'est qu'il ne peut supporter la présence physique de son double adulé et exécré. Il se cogne à une poutre et tombe dans les pommes. Ariane, la maîtresse de maison, débarque et le trouve allongé dans la baignoire. Ça va? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a fait peur, j'ai cru que vous étiez mort. Ça peut être rasant. Ayant peur d'être regardé comme une bête curieuse, il débarque en plein dîner et se retrouve face au maître de cérémonie, Ariel. Le personnage est surnommé à un moment West-West par Aurélie. West-West dans le château de Kafka et le comte qui possède le fameux château. Bon appétit. Pardon? Bon appétit. Il sent bien qu'il a été invité par erreur et décide alors de partir après s'être excusé. Asseyez-vous! Didier s'assied, soumis. Une discussion littéraire s'engage à propos d'un des essais du romancier Milan Kundera, Les Testaments trahis, et notamment d'un passage sur Hemingway que Didier défend. Ariel porte alors la discussion sur la personnalité même de Didier. En fait, nous ne parlions absolument pas de Kundera. Hein. Nous parlions de vous. Qui est flatté et gêné d'être au centre de l'attention. De moi? De vous, oui. Hein, ça vous étonne? Non. Non, je veux dire, dans ces circonstances-là, non. Oh là là, il rougit. Il rougit, hein? Si Ariel a raison sur le portrait qu'il trace de Didier, il est tout aussi arrogant que sa cible dans sa véhémence, notamment par le fait de l'exécuter en public. Exécution sacrificielle, même si le sang ne coule pas. Oui, bon, peut-être. Il se met lui aussi au centre de l'attention. On a l'impression que tous les personnages sont des doubles les uns des autres, se reprochant sans cesse ce qu'ils sont à travers eux. Le film, par sa structure narrative, organise de nombreux effets de symétrie caractéristiques de la confrontation des personnages avec leurs doubles. On notera au passage le code onomastique des personnages, temple, sauvage, sauveur, coquille, avec l'apparition d'Aurélie. Vous voulez dire, il sait qu'il l'est? Oui, il sait. Tant que vous voulez. J'ai aimé certains de vos écrits. Ah oui. Mon neveu a dû vous le dire. Je me considère dupé. Bon, Ariel. Bah quoi? Taisez-vous!
Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors écoutez-moi. Votre petit style cache une âme fausse, un vide profond. Quand j'ai su que vous n'aviez pas hésité à attaquer une œuvre que vous n'avez même pas vue, je parle de ce film bosniaque. Certes, enfin, vous savez tous ici de quoi je parle. Quand j'ai appris ça, j'étais horrifié, j'ai pas voulu le croire. Alors, la suite, vos dénégations alambiquées dans des publications complaisantes, m'ont ouvert l'esprit. L'écaille m'est tombée des yeux, j'ai compris. Plutôt, j'ai vu avec les yeux de l'esprit, comme maintenant je vois avec mes yeux de chair. Petit voyou des lettres que vous êtes. Le typique exemplaire français de l'arrogance intellectuelle et du vide du cœur. Mais je ne comprends pas comment mon neveu, qui nourrit pour vous une niaise admiration, mais mêlée d'un peu de rancœur, a pu imaginer que j'allais vous recevoir chez moi de bon cœur. Dites rien, vous taisez, vous n'avez rien à dire. Non. Vous ne défendez pas, vous ne vous insurgez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Didier quitte la table. Vous resterez un éternel affamé. Un critique. Sans élan et sans force, comme ça. L'humiliation est terrible, d'autant que Jérôme y assiste sans y participer. Les personnages, chez le cinéaste, ont la faculté de s'égarer. Didier cherche à sortir, mais se rend compte que les clés de sa voiture sont dans son imperméable. Il part alors à sa recherche. C'est alors qu'il rencontre une femme étrange, Aurélie Coquille, cloîtrée dans une chambre. 5e personnage en jeu. Belle-fille d'Ariel, femme brune et mystérieuse, trouble, résurgence du romantisme noir et des forces obscures qu'il charrie. On le classerait en psychologie comme une personnalité borderline. Limite. Elle est l'héritière de la bille noire des mélancoliques, plongée dans l'acédie, torturée par un imaginaire et une fantasmatique sombre. Robert Burton en a fait l'exégèse dans son impressionnante anatomie de la mélancolie. Cependant, Aurélie est l'inverse symétrique de Didier et l'opposé de Juliette. Nettement moins mimétique que lui, cherchant la singularité et non l'imitation. Elle n'hésite pas à s'en prendre à sa famille, donnant un portrait sulfureux d'Ariel. Elle compte bien prolonger l'entrevue avec Didier. Il a honte de moi, il me cache. Chatte écoute. Lord West-West, ce gros singulier. Qu'est-ce que vous êtes pour lui? C'est mon beau-père. Enfin, je l'appelle mon beau-père, c'est pas vraiment mon beau-père. Il faut que je passe ce week-end chez lui, sinon ma mère a plus de fric. Et il faut que je me fasse chier à écouter ses sermons et ses leçons de morale. Et avec ça, elle suce la bite de tout ce qui passe. Pardon, je vous choque? Non, au contraire, non. Vous avez l'air triste. Je suis malade. C'est grave? C'est dans l'âme, il paraît. Ah, j'ai cru autre chose. Ça, c'est rien. Nous sommes passés dans l'étrange, le fantastique, loin des salons littéraires. La réalité fait place au conte noir, notamment quand elle lui demande d'écraser une araignée. Et quand celui-ci a accompli cette action... Vous avez tué le monstre. Vous êtes mon chevalier. Ce personnage fantasque se permet toutes les audaces et se confie à Didier, qui ne semble pas aller bien, trouvant un alter ego à son propre malaise. Je suis une mauvaise fille. Ah bon? J'ai de mauvaises pensées. Ah bon? Fermez les yeux. Pourquoi? C'est un autre truc. Bon, non, ma Mais fermez les yeux, c'est pas long. Je vous dirai d'aller réouvrir.
Si les personnages font tout pour se mettre dans des situations inextricables, le hasard ne les aide pas beaucoup. Quand Aurélie se met nue devant Didier, Ariel entre dans la chambre tel un père diabolique. Mais ça va pas, connard, d'entrer comme ça! Tais-toi. Sortez. D'accord. Je m'en vais. C'est moi. Pardon. Juliette a laissé un message sur le répondeur de Didier. Et après l'avoir cherché chez sa mère, il reçoit un coup de téléphone d'elle. Ils se donnent rendez-vous. La scène dans le café est savoureuse et établit bien leur relation mimétique et tordue. Didier est un homme soumis. Il sort avec Juliette, qui sort avec d'autres hommes. Cette fois-ci, il croit qu'il s'agit de son rival, Jérôme Sauveur. Quand Juliette lui révèle qu'il s'agit d'Alain, l'homme dans le parc, Didier s'indigne qu'elle s'abaisse à coucher avec un réalisateur de télévision, moins noble comme de l'être, alors qu'il devrait quitter Juliette pour ses infidélités. Alors quoi, tu veux savoir qui c'est? J'ai pas envie de deviner. Tu m'as dit, je l'ai déjà vu, c'est Sauveur. Hein, Jérôme Sauveur. Qui ça? Ah non, il s'appelle Alain, c'est le garçon que j'ai abordé dans le parc quand on s'est disputé. Tu te fous de ma gueule, hein. Non, pourquoi? Ce type d'une vulgarité répugnante. Réalisateur de télé. Ce type qui t'a insulté. Qui t'a traité de connasse. Connasse! Il n'y a pas d'injure plus dégradante. Autant pour celui qui l'a dit que pour celle qui la reçoit. Comme tu parles bien, mon chéri. M'appelle pas mon chéri. Et puis tu vaux pas trop de ma gueule. Et quand elle lui déclare qu'elle l'aime encore, on constate que ses actes sont en complet désaccord avec son discours. Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Son masochisme devient extrême quand il veut savoir si Alain fait bien l'amour. Quand Juliette lui raconte ses prouesses sexuelles dans un langage ouvertement cru et obscène, Didier s'offusque seulement que Juliette pourrait attraper le sida. Tu veux savoir? Oui. D'abord, il m'encule et toi, tu m'enculais jamais. Moi, je savais pas que tu aimais... que tu aimais être enculé. Moi non plus. Il y a juste un truc, ça m'a un peu terrifiée, c'est qu'en jouissant, il tire la langue. Il tire la langue. Oui, mais en fait, je trouve ça mignon maintenant, tu vois. Maintenant, je trouve ça mignon, en fait. Tu vois, il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement. Et c'est quand j'ai joui, il s'est retiré, il m'a mis la queue entre les fesses. Ok, ça va. Ah bah attends, j'avais très peur, hein. J'avais le cœur qui battait très très fort, je me suis rétractée. Du coup, il a commencé à enlever sa queue de mon cul, et ça m'a rendue complètement folle. Je me suis mise à hurler. Du coup, il me l'a mise à fond. C'était énorme. Tu peux pas savoir comme c'était bon. Enfin non, évidemment, tu peux pas savoir. J'étais dilatée, quoi, épanouie. J'avais juste un peu peur de pas m'être lavé assez bien le cul. D'ailleurs, j'avais raison, parce que sur le drap, ça faisait comme du café au lait. La honte totale. Attends, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que, en gros, vous avez fait ça sans mettre de préservatif. Il a fait le test, il est négatif. Comment tu sais? Comment tu sais qu'il est négatif? Parce que il sort d'une rupture, il a énormément souffert. Il n'a pas fait l'amour depuis 2 mois. Comment tu sais qu'il a pas fait l'amour depuis 2 mois? T'as la preuve? Je te dis qu'il a atrocement souffert, abominablement. Il a même cru qu'il resterait impuissant. Ouais, un type sensible, délicat, qui t'encule. Et qu'est-ce que c'est de moi? Écoute, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà, c'est fait et refait. Et ça va continuer? Oui. Comme elle ne reste que 5 minutes, il lui demande de lui rendre ses clés. Allez, salut. Juliette le quitte sèchement. En sortant, Didier cherche à rattraper Juliette quand une voiture le percute. Juliette! Juliette! À l'hôpital, sa mère lui rend visite. Celle-ci est crédule, s'inquiète pour un rien, et l'on comprend où Didier a pris son inspiration. Si son accident n'est sans doute pas volontaire, il tombe bien, car il lui arrive enfin quelque chose. Et encore.
Ne dit-il pas à sa mère qui est catastrophée? Mais ne t'inquiète pas, il ne m'est jamais rien arrivé, il ne m'arrivera jamais rien. Dieu, je l'espère. Cependant, quand il apprend qu'elle a dit à Juliette qu'il n'avait justement rien, il devient agressif, alors qu'il est au fond d'accord avec ce constat. Didier dramatise à outrance pour s'attirer illusoirement la compassion de Juliette pour son sort et être au centre de son attention. Il aimerait un destin plus tragique, mais voilà, son monde de l'heure n'a rien de tragique, comme le lui a dit la mère de Juliette. Ça ne vous fera pas de mal d'en baver un petit peu. Ça ne sera jamais qu'un petit peu. Les grandes souffrances, ce n'est pas pour vous. Comment pas grave? Comment pourrait-il en être autrement de la part d'un homme qui n'est jamais en phase avec ce qu'il vit? Comment tu savais que ça n'était pas grave? C'est dégueulasse, c'est ignoble d'avoir dit ça. Mais c'est toi-même qui le dis. C'est moi! Maintenant! Maintenant, je dis que ce n'est pas grave! Mais qu'est-ce que tu en savais quand elle t'a téléphoné? Pourquoi tu as dit que c'était pas grave? Pourquoi tu as dit que c'était pas grave? Allez, remballe tes saloperies, j'aime pas le sucre, tu le sais pas depuis 40 ans? Qu'est-ce qui se passe? On vous entend hurler du couloir. Le scénario s'ingénie à mettre une nouvelle fois Jérôme en face de Didier, les doubles. Quand Jérôme vient le voir à l'hôpital, il lui apprend qu'il n'a pas aimé l'exécution publique d'Ariel. Et il lui offre un tiré à part de son dernier texte dans lequel Didier découvre un mot d'Aurélie transmis par Ariane. C'est à vous? Ah non, ça j'ai oublié, c'est pour vous. Ça c'est Ariane qui m'a donné. Ariane Morgenstern, vous voyez? Oui, oui, je vois. Excusez-moi, je suis désolé. Oui? Non, non, impossible. On remarque comment Didier observe, admiratif, l'apparence de Jérôme. Non, je te dis non, oui. Il faut que j'y aille. Quand ce dernier lui demande s'il sait s'y prendre avec les femmes... Vous savez vous y prendre, vous? Avec quoi? Avec les femmes. Moi, je sais ni quitter ni retenir. Soit elle s'accroche et c'est l'enfer, soit elle me fuit et c'est l'enfer. D'ailleurs, en ce moment, c'est doublement l'enfer. Le jeu du yo-yo. Didier n'est-il pas atteint d'un syndrome similaire? On comprend qu'il soit flatté par le fait que son rival, aimé et abhorré, vienne prendre conseil auprès de lui. D'humiliation en vexation, d'avilissement en mépris de soi poussé jusqu'au raffinement le plus ultime, Didier s'enfonce dans un masochisme extrême. Une voie lui est pourtant ouverte, mais qu'il va sacrifier. Dans ce mécanisme mimétique, il faut dénicher une personne à qui s'en prendre pour se venger et se décharger de sa soumission. Allô, c'est Didier Temple. Qui ça? Didier téléphone à Aurélie et va la voir chez elle, cette dernière ayant donné un prétexte futile. Elle a une peinture de Félicien Rops, artiste sulfureux, peintre, dessinateur et illustrateur belge, né en 1833 et mort en 1898. Malgré son trouble et ses tourments, Aurélie est le seul personnage authentique. Didier la conquiert sans difficulté. Vous êtes sûr que c'est un Félice? Félicien Rops? C'est rien, c'est ce qu'on m'a dit. Ne me regardez pas. Cette fois-ci, le cinéaste met en place une femme faible et touchante qui se donne sans condition à Didier. Elle lui dit même « Je suis à vous corps et âme. » Voilà quelque chose de bien embarrassant pour Didier que cette femme qui s'offre à lui alors que Juliette ne cesse de se dérober. Selon l'adage « Suis-moi, je te fuis », « Fuis-moi, je te suis ». Didier est flottant et ne prend pas bien la mesure de sa relation avec Aurélie, de surcroît avec une femme trouble et passionnée. Le film tisse une toile d'araignée secrète entre les personnages, tous envahis par ce désir mimétique sans s'en rendre compte. Lors de la soirée qu'organise Didier pour sa sortie d'hôpital, Juliette arrive à l'improviste, se plaignant d'être malheureuse. Celle qu'on n'attendait pas, j'ai le droit d'entrer?
Toi, je t'aime, l'autre, j'ai rien à lui dire. Je déteste son appart, sa bibliothèque, rien que des livres d'art à 800 balles, des Yves Trémois, l'Encyclopédia Universalis. Ça, c'est monstrueux. Bah oui, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Bah oui, c'est monstrueux. Mais tu tiens encore à moi? Oui, je crois. T'es content de me voir? Je crois, oui. Comme Didier se croit l'objet de son affection et veut l'embrasser, elle dit, crûment: Non, m'embrasse pas, j'ai été trop embrassée aujourd'hui. Je prends pas mal, tu comprends? Et il comprend. Je comprends tout à fait. Et elle repart de suite. Prends soin de toi. Et où tu vas, là? Tu restes pas? Non, je vais à l'Opéra Bastille, Nabucco, la mise en scène, j'y peux rêve. Mais attention, là, tu plaisantes ou quoi, là? Ne me déteste pas, je suis déchirée. Didier n'en revient pas. Mais elle reste pas. Elle reste pas. Alain de Xantras l'attend avec sa grosse moto dans la rue. Juliette ne sait pas mieux choisir que Didier. Ce dernier s'en prend alors à sa mère, guère mieux lotie que lui dans son comportement. Il la domine comme Juliette le domine. Il est odieux et répond même sèchement à Aurélie. Juliette ne reste pas? Fais pas semblant d'être désolé, hein, maman. Arrête. Toi, tu me dis pas arrête, hein. Ça va, là? Tu te la joues? Ta gueule, Arthur. Oh non, vous n'allez pas commencer à vous disputer, hein. Je ne veux pas de dispute. Il a pas à me parler comme ça, maman. Mais c'est toi, alors. C'est Arrête moi de quoi? prendre des airs. C'est moi qui suis en plein cauchemar, puis c'est vous qui en êtes la part la plus atroce. Qui veut de la quiche? Nous sommes un cauchemar pour toi. J'ai pas dit ça. Qui veut de la quiche? Si, tu viens de dire que ta vie était un cauchemar et que nous en étions la part la plus atroce. Tu as bien dit atroce? On est là parce que tu nous as invités. Si c'était un cauchemar pour toi. Il se donne en spectacle et sort. Vu que Juliette est partie, Didier décide d'emmener Aurélie en Haute-Savoie où se trouve Jérôme Sauveur. Il suit Sauveur. Auparavant, il lui avait téléphoné et Jérôme avait dit qu'il était à Thônes. Quand Didier se retrouve dans une chambre, Juliette l'appelle au téléphone pour lui annoncer qu'elle a quitté Alain et qu'elle arrive par le premier train, et ce, au moment précis où Aurélie est nue dans la salle de bain. Elle force Didier à lui dire « je t'aime » devant sa maîtresse, comme si elle avait deviné qu'il n'était pas seul. Allô? Attends, Juliette. Et tu m'aimes encore ou non? C'est la seule question. Je t'ai dit oui. Oui, c'est rien, ça veut rien dire. Dis-le-moi, dis-moi je t'aime. Je t'aime. Bon, sois là. Stop. Pas d'excuses, pas de larmes, pas d'apitoiement. C'est très simple. Vous allez me réserver une place de train pour Paris. Aurélie comprend de quoi il retourne et se prête au jeu qui va avoir lieu par la volonté seule de Didier. C'est idiot, c'est con. Oui. On comprend ici que Didier tient à faire payer Juliette de sa propre soumission, agissant toujours en fonction d'elle, mais au détriment d'Aurélie, prise comme bouc émissaire. Les actes sont plus parlants que les paroles. Juliette ne s'arrête même pas pour embrasser Didier à sa descente de train. Juliette n'est pas contente que Didier lui présente ses amis, alors que bien sûr, dès qu'elle est seule avec lui, elle part avec un autre dans leur éternel jeu. Elle dit alors: Tout pour pas te retrouver seule avec moi, hein. Pour rentrer. Bonjour. Au cours d'un repas où tout le petit groupe est réuni, Aurélie sort de table et a une crise, une colique néphrétique. Didier le clame tout haut, comme s'il y connaissait quelque chose, alors qu'Aurélie lui avait fait part de ses problèmes. Néphrétique. Venez. Colique néphrétique. Vous êtes médecin? C'est clair, vous voyez bien, vous n'avez jamais vu une crise de colique néphrétique? En entrant dans sa chambre, il aperçoit Juliette qui fait semblant de dormir. Quand Didier est déçu par l'attitude de Juliette,
il retourne voir Aurélie, ne s'intéressant à elle que dans la mesure où Juliette ne se préoccupe pas de lui. Et va dans celle d'Aurélie, qui va mieux. Il entre et enlace Aurélie, qui est prête à tout pour être aimée. C'est idiot, on ne pouvait pas rester là. Je suis avec vous, même si vous n'êtes pas avec moi. Ouvre, s'il te plaît. Jérôme Sauveur frappe à la porte. Et l'on comprend qu'il a été l'amant d'Aurélie auparavant. Non, je peux pas attendre demain. Tu peux pas exiger ça de moi, c'est insupportable. Je suis malade. C'est pas une raison. Ainsi, Didier et Jérôme se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tout aussi mimétiques l'un que l'autre, dérisoires dans leur vanité littéraire que sentimentale, ne cessant de s'envier. Bon, allez-y. Il surgit alors par la porte-fenêtre. Vous êtes... Allez-vous-en tout de suite. Allez-vous-en tout de suite. Mais... Vous avez pas perdu de temps depuis votre sortie d'hôpital? Je vous assure, je ne savais pas que... J'ignorais complètement... Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, ça t'amuse? Bah si, ça t'amuse. Ça vous amuse? Alors bon, oui, ça m'amuse, ça nous amuse. On est mort de rire, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous tuer tous les deux? Bah, c'est con, ça, mais l'idée me plaît bien, ouais. Une petite tragédie-comédie a lieu quand Aurélie sort un pistolet à grenaille et le menace. Elle le tend à Jérôme qui va tuer Didier. Aussi pitoyable que Didier, il s'en va. Ça vous fait peur, c'est tout. Faites ce que vous dites pour une fois, pour une fois. Pardonnez-moi, moi, ça me fait peur. Allez-y, t'as qu'à appuyer, tu vas le faire. Fais-moi crever. Arrêtez! Bon, vous taisez-vous, d'accord? J'aime pas du tout votre style. Vous écrivez lourdement et sans aucune grâce. Allez. Amusez-vous bien. Aurélie tire alors sur la porte, ameutant des clients. T'es complètement cinglée, ma pauvre fille. Ça va? Moi? Oui, je ne sais pas, vous avez l'air mal. Oui? Oui? Oui, je sais, c'est un truc qui a éclaté. Excusez pour le bruit, c'est fini là, c'est fini. Oui, mais oui, je sais, c'est fini. C'est un 38 spécial à Grenaille, ça se trouve partout en vente libre, c'est absolument pas dangereux. Le lendemain matin, dans la chambre, Juliette susurre au téléphone des mots tendres à Alain, alors que Didier est au lit en train de se réveiller. J'embrasse tes yeux. J'embrasse ta bouche. J'embrasse tes couilles. J'embrasse tes pieds aussi. À tout à l'heure. Puis elle annonce qu'elle repart en train pour retrouver son amant. Il y a un train à 8h15, je vais le prendre. Sans doute pour punir Didier de coucher avec Aurélie. Tu veux un petit déjeuner? Je le prendrai en bas. Et elle dit avec un certain sadisme: Tu pourras me faire un chèque? Pour le train. Dans le train, Aurélie et Juliette se retrouvent face à face. Les deux femmes qui font courir les principaux personnages masculins. On se rend compte que si la première est obscure et secrète mais sincère dans sa démarche, la seconde est plus solaire mais impudique et manipulatrice. Un dialogue le révèle quand Juliette exhibe crûment la sexualité de Didier sans connaître Aurélie, mais tout en sachant qu'elle a couché avec lui. Est-ce qu'il vous caresse avant de vous la mettre ou est-ce qu'il vous la rend directement quand il sent que c'est mouillé? Parce qu'avec moi, il faut qu'il la mette directement, parce qu'il a peur de débander. J'ai compris ça au bout d'un an. Enfin, il débande quand même, hein, mais pendant. Après, il rebande, mais en même temps, il se met à transpirer. Avec un air vague et concentré à la fois. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il pense à des trucs pour rester bandé. Genre à des filles qui se font faire... Ça m'intéresse pas. Et vous avez découvert ça toute seule ou
Celui qui vous l'a dit. Un peu les deux. Et ça vous déçoit? Non, 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 ça me fait rire. Tous les mecs pensent des trucs comme ça. Tous les mecs? Oh non, pas tous les mecs. Aurélie est bien le personnage qui assume sa part de mal, sa culpabilité à la différence des autres. Aurélie pense même à un rêve pour parvenir à l'orgasme. Moi, je pense à des trucs pour jouir. Ah bon? Pas vous? Non, moi, ça vient quand ça vient. Toujours le même, en fait. Ah bon? Oui. On m'amène sur une grande place. Il y a énormément de monde. J'ai une grande chemise blanche. Je dois monter sur l'échafaud et on me ligote au poteau. On allume le bûcher. Quand les flammes commencent à me brûler, à noircir ma peau, à me dévorer, voilà. Comme Jeanne d'Arc? Ah non, parce que Jeanne d'Arc était innocente. Moi, je suis coupable complètement. Moi, je mérite d'être brûlée à 100%. Ce qui nous renvoie au tableau obscur de Félicien Rops. Les deux rivaux, Alain et Didier, se rencontrent en parallèle de la confrontation entre Juliette et Aurélie précédemment. Alain joue parfaitement le réalisateur de télévision, assez niais et suffisant, et se moque de Didier à propos du film qu'il n'a pas vu, tout en couchant avec sa petite amie. J'ai lu votre article sur le film bosniaque. Je l'ai trouvé admirable. C'est formidable, c'est tellement juste. Vous savez, je l'ai pas vu ce film, hein, donc... Non mais c'est ça que je trouve formidable. Je trouve ça très fort parce que vous êtes tombé juste comme ça. Vous êtes très fort. Juliette vous admire beaucoup. Ah bon? Elle sait pas ce qu'elle veut, hein, Juliette. Oui, ça, c'est clair. Moi, je tiens à elle. Je tiens à elle terriblement. Signe de sa fin prochaine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez que je lui parle? Alain révèle que Juliette admire Didier, mais qu'elle lui fait sans arrêt honte d'être réalisateur de télévision. Vous voyez, vous m'avez vu. Il n'y a pas de quoi avoir honte de ce que vous êtes par rapport à ce que je suis. Je vous le dis sincèrement. Je vous crois. Au revoir. Et à une phrase de ce dernier, La tragédie n'est pas finie. Didier lui emprunte son portable et confie Alain auprès de Juliette, chose qu'il ne fallait pas faire. Voilà, merci. Il est en ligne? Ouais. J'en ai pour une seconde, hein. Allô, Martin? Allô, Martin, c'est Didier, je veux parler à Juliette. Allô, Juliette? Oui, c'est Didier, je suis avec ton ami Alain. Tu sais ce qu'il vient de me sortir? Il vient de me sortir « La tragédie n'est pas finie ». Mais tu ne peux pas rester 2 secondes de plus avec un con pareil. C'est effrayant. Ah bon. Vous avez raison. La tragédie n'est pas finie. Didier rend visite à Aurélie, mais celle-ci a un malaise. Mais qu'est-ce que... Elle veut être seule. Le fait qu'elle se considère comme une bête n'est pas dû au hasard. Vous ne voulez pas que j'essaye? Je veux être seule. Je suis une bête et je veux être seule comme une bête. Didier est obligé de partir et comme au sortir d'un cauchemar éveillé, il apprend qu'elle est à l'hôpital pour tentative de suicide. Il s'y rend et se retrouve devant Ariel et la famille, scène opposée à la première. Ça va. C'est gentil d'être venu. Ça me fait plaisir. Vous m'avez fait peur. Vraiment, j'ai eu très peur. Il faut me promettre que vous n'allez plus faire de folie comme ça. Je ne voulais pas vous faire peur. Mais oui, c'est ça qui fait peur. Ils sont comme ça depuis ce matin. À se parler dans le tuyau de l'oreille. Je vais leur dire un mot. Il faut me remettre.
L'entrevue entre Aurélie et Didier est tendre et délicate, en apparence. Mais Ariel a l'œil fin. Il sermonne Didier d'être léger, fuyant. Est-ce que vous êtes léger? Ben, me voilà qualifié. Et vous le prouvez. Je suis bouleversé autant que vous par ce qui vient de se passer. Et je trouve le lieu extrêmement mal choisi pour vous adonner à votre jeu favori. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Je vous ai rien demandé. Moi, j'aimerais bien vous demander quelque chose. Eh ben, demandez-le. Vous vous êtes vu quand vous avez parlé à cette petite. Les airs langoureux, un genou en terre, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Bon, dites ce que vous voulez. Je veux que vous cessiez cette comédie ignoble. Voilà. Je veux que vous arrêtiez de jouer. Je ne joue pas. Moi, vous ne jouez pas. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Didier est coupable, ne sachant faire aucun choix véritable, jouant froidement avec les sentiments d'une femme passionnée. Je ne lui ai fait aucune promesse. Aucune promesse, non. Vous partez, vous revenez, vous repartez. Vous l'affolez. Vous lui faites croire n'importe quoi, tout le contraire. Ce n'est pas bien. Ce qu'elle a fait, vous savez très bien que ce n'est pas la première fois et qu'elle l'a déjà fait bien avant de me connaître. Pour la même raison. Pour la même raison. Elle est passionnée, elle est passionnée. C'est son malheur et le nôtre. Elle s'est jetée à ma tête, voilà. Elle s'est jetée à ma tête. J'aurais dû avoir le courage de refuser. C'est là où peut-être je suis coupable. Ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, qui s'en soucie, il n'y a pas vous-même. On ne vous demande pas d'être. On vous demande de faire. D'accord, je ferai. Mais vous ferez quoi? Je sais pas. Vous la voulez? Vous la voulez? Vous la voulez? Vous la voulez? Que ferait-il d'une femme qu'il aime, lui qui aime tant les femmes qui le font tourner en bourrique? Une scène fait allusion au titre du film quand Juliette annonce au réalisateur lui-même: Je suis désolée, on n'a rien sur Robert Desnos. Bon, merci. Au revoir. Didier va-t-il se sortir de son mimétisme en ayant regardé Juliette, puis en allant voir Aurélie à l'hôpital? C'est le moment tragique du film. Quand Aurélie lui déclare qu'elle l'aime, simplement, ce dernier lui rétorque qu'il ne l'aime pas. Il faut que la vie soit brillante, verte et belle, sinon ça vaut pas la peine. Voilà, c'est tout. Je vous aime. C'est tout, c'est simple. Aurélie. Vous me dites que vous m'aimez? Moi? Aurélie? Je vous aime pas. La scène est poignante. Et Didier est encore face à son choix. Il exécute la seule femme qu'il aimait, la sacrifie froidement, alors qu'elle se remet d'une tentative de suicide. Il en a fait sa proie pour éviter de se regarder dans le miroir. Il est léger dans tous les sens du terme, préférant une femme qui le méprise qu'une femme qu'il aime. En partant, il se met à courir dans le couloir de l'hôpital, comme en fuite. Il préfère donc l'humiliation totale dans la dernière séquence. Justement, elle tombe bien. Juliette a décidé de partir avec Jérôme Sauveur. Non. Non, 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 non. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Tu sors avec lui. Enfin, attends, t'es complètement fou, de quoi tu parles? Vous êtes amant ou pas encore? Je sors pas avec tous les types que je rencontre. Qu'est-ce qui vous prend? La scène finale est terrible, car Didier ne peut pas cette fois-ci, comme avec Alain, le réalisateur, détester son rival, qui, sous son nez, lui pique sa dulcinée. Vous avez rompu avec Violaine? Et quand bien même. Et Alain, toi t'as quitté Alain? Comment tu le sais? Non, je le sais, tu peux pas partir pour Florence, je te l'interdis. Écoute, c'est pas vrai. Mais vous allez faire l'amour le premier soir, tu crois que je le sais pas? Écoute, t'es très désobligeant pour moi, ce que tu dis. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça.
Didier la supplie même de ne pas aller avec son modèle sexuel et littéraire, ce qu'elle va évidemment s'empresser de faire pour l'humilier davantage. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, à genoux. Fais pas ça. À genoux. Mon écoute. À chaque fois, Didier a bâti son propre enfer, une solitude morale et une misère intérieure vertigineuse. Il n'est plus personne, anéanti par sa propre faute. Et elle lui dit, avant de disparaître, « Je suis avec toi. Lui, je le déteste. » C'est le paradoxe apparent du scénario. À une femme belle et sensible, Didier préfère une femme détestable et frivole qui le méprise. Avec elle, peu de sentiments et beaucoup d'aspirine. En définitive, comme dans la vie, c'est Aurélie, le personnage le plus touchant et le moins mimétique, se donnant corps et âme, qui s'en sort le plus mal, sacrifiée sur l'autel de la rivalité. On l'a remarqué tout au long du film. Les discours sont en totale contradiction avec les sentiments réels ou les comportements. Preuve qu'il n'y a pas de correspondance bien souvent entre les deux, ce qui dépasse le seul milieu littéraire. Le plus symptomatique n'est pas que Juliette mente, mais que Didier ne soit dupe de rien et l'accepte. Comment peut-il s'enfoncer dans un tel mécanisme et œuvrer à son propre échec à ce point? Voilà le mystère. Quelque chose de fondamental à comprendre pour nous. À croire que les mots tiennent lieu de ce qui fait défaut dans la réalité.